Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit survol de l'histoire des super-héros américains qui officiellement sont nés avec Superman en 1938, mais qui plongent leurs racines dans une tradition de littérature populaire américaine qui est beaucoup plus vieille. Et je vais vous proposer de suivre cette évolution selon 3 étapes qui sont un petit peu arbitraires puisqu'elles sont perméables les unes aux autres, mais qui sont les suivantes. En premier lieu, on va considérer que les super-héros qui sont nés dans les comic books viennent d'une culture populaire qui est considérée par la critique comme une sous-culture. Ils évoluent, ils imprègnent les esprits au fil des décennies et des générations, et ils rentrent dans une certaine forme de contre-culture, mais on verra dans quelle limite. Là, c'est donc les années 60-70. Et au bout d'un certain temps, en passant notamment par le cinéma, la télévision, mais aussi les t-shirts, les mugs de café, les rideaux de douche et tout ça, ils arrivent dans une sphère qu'on qualifiera plutôt de pop culture. Et là, on se posera la question, et c'est peut-être sur cette question-là que je vous laisserai, de savoir si les super-héros sont toujours potentiellement le véhicule d'une culture alternative, ou bien est-ce qu'ils ne seraient pas récupérés par la pensée, la culture dominante, l'establishment et le commerce et tout ce genre de notions. Donc c'est un petit peu le cheminement que je vous propose aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit que même si arbitrairement je propose ces 3 étapes, il y a à la fois un flou dans leur délimitation dans le temps et également une espèce de va-et-vient de l'un à l'autre, puisque on verra que les rapports, par exemple, entre l'imagerie des super-héros et l'art contemporain s'étale sur pas mal d'années et joue à la fois sur l'expression d'une contre-culture, mais aussi sur la volonté d'exploiter des esthétiques particulières pour plus en guise de clin d'œil qu'autre chose. Donc, je vous invite à suivre ce petit voyage. Alors, c'est un petit peu comme si on était en hélicoptère et qu'on regardait un paysage. On va s'arrêter de temps en temps sur des trucs qui peuvent paraître intéressants. Mais bien sûr, on n'aura peut-être pas le temps de descendre, de se poser et de regarder tout ça en détail. Mais on va plutôt picorer. Alors, cette conférence, dans le manuscrit que j'ai finalisé il y a 2 jours, je me suis mis en guise d'aide-mémoire quelques repères dans le temps en me disant à telle partie il faut que j'arrive à 11h05, à 11h15, à 11h35 à tel ou tel endroit de la conférence. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai une petite tendance à être un peu bavard, donc entre mon repère et l'heure de mon portable, je ne devrais pas trop déborder. Mais bon, il est possible que je blablate emporté par l'enthousiasme. Quand on parle de culture populaire américaine, et notamment celle qui s'exprime sur le papier, en fait, on parle à la fois d'un pays et d'une époque. Alors le pays, c'est les États-Unis, qui est un pays d'immigration et dans lequel les premiers produits culturels papier à grande diffusion datent de la deuxième moitié du XIXe siècle. À la fois dans des zones très urbanisées, enfin qui en cours d'urbanisation et d'industrialisation comme la zone de New York, et puis sur l'ensemble du territoire. Et donc c'est ce pays-là qui se construit sur l'immigration et sur l'industrie de plus en plus florissante. Et c'est l'époque de la deuxième moitié du 19e qui marque l'évolution dans les métiers de l'imprimerie.
avec l'apparition de la couleur, avec des nouveaux modèles de rotative qui permettent d'imprimer à plus grand nombre, plus vite, et donc d'accroître la diffusion. Donc il y a deux types de supports qui auront par hybridation donné naissance à peu près toute la culture papier américaine. D'un côté, ce qu'on appelle les story papers, qui sont en gros des fascicules de feuilletons littéraires distribués sur l'ensemble du territoire américain, et la presse quotidienne ou hebdomadaire de l'autre. Les story papers, on a quelques exemples ici. Bon, ça ressemble aussi à des dime novels. Les story papers, c'était en gros des petits fascicules hebdomadaires qui présentaient les aventures de héros récurrents. Alors, vous avez Buffalo Bill, Kit Carson, souvent des personnages de western, parce que justement l'Ouest sauvage est à la fois était très évocateur pour l'Amérique naissante, et notamment l'Amérique urbaine autour de la zone de New York. Les story papers existent, on va dire, sur les dernières décennies du 19e siècle. Ils sont plus ou moins remplacés par les dime novels, qui sont, pour faire une traduction un peu à l'emporte-pièce, des romans de 10 sous. Les dime novels, eux, couvrent le passage du 19e au 20e. Les dime novels seront à leur tour remplacés par les pulps, qui sont eux aussi des fascicules beaucoup plus épais, sur papier beaucoup moins cher. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire techniquement, mais on les appelle pulps parce qu'ils sont imprimés sur un papier fabriqué à partir de la pulpe du bois. Donc, techniquement, je ne visualise pas la différence entre le papier des pulps et le papier, mais je sais que c'est un papier un peu vraiment de très bon marché, ce qui permet d'imprimer des fascicules plus épais pour le même prix. Et le pulp, par rapport au dime novel, offre une quantité d'histoires, alors soit des feuilletons à épisodes, soit des histoires courtes, une quantité plus impressionnante pour le même prix. Alors, ce qui est intéressant dans l'évolution des story papers, des pulps, des dime novels et des pulps, c'est qu'on a déjà l'idée d'un personnage récurrent, d'un personnage héroïque, et notamment dans les pulps, on verra par la suite qu'on aura des personnages comme des policiers, comme Nick Carter, qui est né dans les dime novels et qui est, on va dire, l'un des ancêtres du personnage de détective urbain qu'on aura dans les romans noirs, etc. On aura plus tard des personnages héroïques, des vengeurs comme le Shadow, ou des personnages héroïques avec une mâchoire carrée et des muscles saillants comme Doc Savage. Et ces personnages-là seront quelque part les ancêtres, les grands-pères et les grands-oncles des super-héros. Donc on a cette idée du personnage populaire, héroïque, qui revient, qui est récurrent, qui vit des aventures qui se tiennent en un bloc à chaque fois, mais on est quand même dans cette idée du rendez-vous donné au lecteur régulièrement. Donc les images que j'ai pour cette conférence viennent souvent d'Internet, donc il y aura quelques images qui sont un petit peu rikiki sur l'écran, mais celle-ci est assez jolie. Donc vous voyez le côté, on n'hésite pas, le personnage... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le personnage a des couteaux, le personnage affronte des ennemis plus nombreux que lui, il n'hésite pas à les tuer, il est face à l'adversité, enfin on a quelque part des éléments que l'on retrouvera plus tard dans l'histoire des super-héros. Face à ces feuilletons populaires, on a la presse écrite, qui est surtout centrée dans les zones urbaines. Et il y a notamment, à la fin du 19e, un énorme essor de la presse quotidienne et hebdomadaire autour de deux journaux, qui sont le New York Journal et le New York World, et de deux patrons de presse,
qui sont William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer. Alors Hearst, c'est le New York Journal et Pulitzer, c'est le New York World. Et ils se tirent la bourre. Il y a une concurrence très forte. Et notamment, la concurrence s'exerce sur des suppléments assez souvent dominicaux. Ces suppléments sont imprimés sur un papier d'une couleur différente, papier jaune assez souvent, donc on appelle ça les Yellow Papers. Et les Yellow Papers contiennent les divertissements. Donc ça peut être les jeux, ça peut être les rubriques sportives, les résultats des courses, les dessins satiriques, les chroniques locales, etc. Donc là, on s'arrête une minute sur cette page du New York Journal où on voit le personnage en bas, le personnage avec sa tunique jaune, c'est le Yellow Kid. Et le Yellow Kid qui deviendra par la suite un héros de bande dessinée au sens où on le connaît, c'est-à-dire avec des séquences et des cases qui se suivent. Le Yellow Kid, au départ, évolue dans un monde de caricatures, de dessins, ou satiriques, ou des chroniques qui évoquent les quartiers populaires. Et on voit ici, sur cet exemple, je ne sais plus si j'en ai d'autres, oui, j'en ai d'autres, on voit le mélange entre l'image dessinée et le texte qui s'incorporent et qui se mélangent tous les deux. Donc ça, c'est déjà intéressant parce qu'on a une rupture des codes. On n'a pas d'un côté le texte et de l'autre côté l'illustration. On a quelque chose qui se mixe, qui s'hybride. Et là, on est dans les toutes dernières années du 19e siècle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la notion de divertissement populaire qui va bien sûr, au bout d'un certain temps, être teintée d'une dimension un peu péjorative. On va même parler, il y aura l'expression qui va se forger là-dessus, de Yellow Papers, on va passer à Yellow Journalism, qui est le journalisme, comment dire, sensationnel, sensationnaliste, complaisant. Et donc tout ça, c'est les pages de divertissement qu'on écarte un petit peu par rapport à la forme noble de journalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette partie du journal, ces pages jaunes, en quelque sorte, vont héberger la bande dessinée. Et la bande dessinée va commencer à prendre forme avec des séries comme les Katzenjammer Kids, par exemple, beaucoup de séries humoristiques, c'est pour ça qu'on va appeler ça des funnies ou des comics, puis des comic strips. Mais dans les années 20 et dans les années 30, on aura des comic strips d'aventure ou de science-fiction. On aura Jungle Jim, on aura Buck Rogers, on aura Flash Gordon. Et donc, on va évoluer petit à petit vers l'idée qu'on peut retrouver, non pas une fois par semaine ou une fois par mois, le détective ou le cow-boy dans le roman, mais on va retrouver une fois par jour, dans 3 cases ou 4 cases, le héros de BD. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a un public qui va grandir avec... qui va grandir à tous les sens du terme, qui va devenir plus vieux et qui va devenir plus nombreux, avec des personnages qui vont retrouver toutes les semaines ou tous les jours et qui vont imprégner leur imaginaire. Mais ces gens-là vont à leur tour devenir éditeurs et ça aura des conséquences, comme on le verra plus tard. Ça veut dire aussi que c'est une forme qui va se créer et fixer ses codes, et notamment par l'usage de la bulle, par l'usage du trait de mouvement, etc., etc. De l'autre côté, les pulps, eux, vont développer des personnages récurrents, et là aussi tout un imaginaire. Par exemple, on peut citer, alors là il y a Nick Carter qui lui est un personnage qui va sauter de support en support. Il est né dans les Dime Novels, il va se développer dans les pulps, il va avoir des versions BD,
quand ça sera l'heure des paperbacks, des petits romans format poche des années 50, il va être réédité, il va y avoir des romans inédits. Bref, c'est vraiment un personnage qui va survivre à toutes les transformations de la culture populaire écrite. Mais pour donner un ordre d'idée, dans les années 10, il y a un pulp qui s'appelle All Story Weekly qui va donner naissance à deux personnages vraiment célèbres et qui eux aussi vont survivre à toutes les modifications de support, qui sont d'un côté Zorro et de l'autre côté Tarzan. Et Zorro et Tarzan vont exister à travers des romans qui vont être publiés sous forme de pulps, c'est-à-dire dans des magazines, tronçonnés comme un feuilleton, ou alors des romans courts publiés d'un coup. Mais voilà, on a cette idée, les ancêtres des super-héros, ils sont là. Voilà, là vous avez par exemple un exemple de dime novel de Nick Carter, un autre exemple en plus petit. Et vous avez, je l'ai déjà évoqué rapidement, mais vous avez des personnages qui, eux, vont naître directement dans les pulps, donc avec des couvertures colorées, très accrocheuses, qui véhiculent tout un imaginaire d'un côté morbide et de l'autre côté héroïque. Donc là, vous avez les Shadows. Mais je passe rapidement, voilà, et vous avez Doc Savage qui lui aussi véhicule le côté regard farouche, mâchoire crispée et muscles saillants. Est-ce que j'en ai d'autres? Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que une publicité pour annoncer la sortie du Doc Savage Magazine emploie l'expression Superman. Donc dans la logique du surhomme. Je m'arrête un instant aussi sur les pulps de science-fiction. Parce que là, on en parlait dans l'introduction, la science-fiction est très très importante dans l'imaginaire américain. Et dans les années 20, les pulps, il y a deux sortes de pulps. Il y a des pulps qui se consacrent à un personnage. Et il y a des pulps qui sont des anthologies. Et les anthologies sont thématiques, sont génériques. Alors des anthologies de polar, des anthologies de western, il y en a encore, des anthologies sur les aviateurs et des anthologies de science-fiction. Donc vous avez Wonder Stories, Planet Stories. Planet Stories avait la particularité d'avoir eu beaucoup de couverture et Planet Stories a généré aussi un Planet Comics plus tard dans les années 40, mais a eu beaucoup de couvertures par des dessinateurs issus du monde des comic books qui étaient en train de se développer. Et Amazing Stories, qui est sans doute le plus célèbre et qui est intéressant parce que justement, il propose des images fortes qui seront réinjectées dans les comic books. Je m'arrête sur celle-ci parce que on sait par des témoignages que c'est une couverture qui a impressionné un jeune dessinateur de l'époque qui s'est toujours appelé Jacob Kurtzberg, mais que tout le monde connaît sous le nom de Jack Kirby. Et selon les différents témoignages concordants, il a été impressionné, il devait avoir une quinzaine d'années à l'époque, par cette couverture avec un homme en costume coloré, avec un jetpack et qui survole un paysage américain somme toute assez classique. Et là, avec cette couverture-là, on voit bien la filiation entre les pulps et les comic books. Au niveau de l'imagerie qui est véhiculée. Ici, une petite image pour une des éditions, une des couvertures de Gladiator, le roman de Philip Wiley, qui, selon la légende, a été lu par Jerry Siegel et a donné naissance à la première idée de Superman, qui a bien évolué depuis, mais en 1932 ou 33, il a lu ce roman, ça lui a donné des idées, il a commencé à réfléchir à son personnage de Superman. On passe un petit peu par les comic strips d'aventure dont je vous parlais il y a une minute. Ici, c'est du Flash Gordon, encore du Flash Gordon, du Dick Tracy, donc du polar. Alors c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur ces images-là parce qu'on verra que quand les comic books commenceront à publier de l'inédit, ils joueront sur cette imagerie. Mais on n'en est pas encore là. On est au milieu des années 30 et certains petits futés se disent
Mais tiens, c'est intéressant, si j'allais voir les agences de presse qui gèrent les comic strips, et je leur propose de rééditer les comic strips. Alors, à l'époque, ça se faisait pas du tout, donc les agences de presse n'étaient pas gourmandes, etc., etc. Mais il y avait quand même un marché porteur, parce que l'idée, c'était que vous êtes fan des Katzenheimer Kids ou de Buck Rogers, et puis un jour, vous n'êtes pas là, vous achetez pas le journal, et ben vous loupez un épisode. Donc si on vous donne un recueil avec tous les épisodes, ça peut peut-être vous intéresser. Alors il crée Funnies on Parade. Et Funnies on Parade n'était pas vendu. Funnies on Parade était échangé contre des bons d'achat pour des produits comme de la lessive, par exemple. Donc vous achetiez, je sais pas, 10 ou 20 barils de lessive, vous aviez 20 bons d'achat, vous aviez Funnies on Parade. Et ça s'est arraché. Donc ils en ont fait d'autres, ils ont fait Century of Comics, ils ont fait Carnival of Comics, et à chaque fois c'était le grand succès. Donc ils se sont dit, attends, si ça marche aussi bien avec des bons d'achat, peut-être que ça marchera si je mets un prix dessus. Et on est en 33, 34, 35. Ils commencent à éditer des rééditions de comic strip en mélangeant un peu tout, ce qu'ils pouvaient acheter auprès des agences de presse. Et ça marche. Ça marche tellement bien que d'un côté, les agences de presse sont un peu plus gourmandes. Et de l'autre côté, très vite, ils se trouvent à court de matériel. Et ils se disent, bon, on va peut-être créer des personnages. Et ils commandent à des jeunes auteurs qui souvent sont pas à niveau au niveau du dessin et du scénario, mais ils commandent de nouvelles aventures, de nouveaux personnages. Et là, par exemple, on a Slam Bradley, qui est un gros bras détective qui cogne d'abord et qui pose des questions ensuite, mais qui reluque de très près sur l'imagerie de Dick Tracy qu'on a vu précédemment. Alors Slam Bradley est intéressant parce que c'est un voisin de Superman depuis le premier jour, puisqu'il apparaît, dans je me demande s'il n'a pas fait même des apparitions avant, mais je sais qu'il apparaît dans Action Comics numéro 1 par Siegel et Shuster eux-mêmes. Voilà, Slam Bradley, une image un peu plus grande qui vous permet de vous rendre compte que... Et Slam Bradley, il se distingue tout simplement parce que première case, il enfonce la porte, deuxième case, il donne un coup de poing. Mais après, il discute, mais voilà. Pour la petite histoire, Slam Bradley a été ramené il y a quelques années dans la série Catwoman et le dessinateur lui avait donné la tronche de Robert Mitchum. Zatara, qui est un magicien à chapeau de haute forme, lui, il reluque du côté de chez Mandrake, le magicien. Et là aussi, c'est toujours la même idée. C'est bon, puisque les strips ça marche, puisque Mandrake ça marche, on va copier, on va faire un sous Mandrake. Puisque Dick Tracy ça marche, on va faire un sous Dick Tracy. Pendant quelques années, les comic books fonctionnent là-dessus. Jusqu'à un certain moment où en fait la demande est forte, donc les éditeurs font tourner les rotatives, les imprimeurs sont demandeurs de produits, et puis comme les produits se vendent, tout le monde est d'accord pour en produire plus, mais il faut quand même remplir les pages. Et National, qui va devenir DC Comics plus tard, est en train de préparer un nouveau recueil qui s'appelle Action Comics, mais il n'y a pas assez de matériel. Et l'un des éditeurs de National se souvient que Vince Sullivan, qui est un autre responsable éditorial, lui avait dit qu'il avait 2 petits gars qui avaient une histoire avec un mec habillé en bleu avec son slip par-dessus son pantalon qui soulève des voitures. Ça peut peut-être rentrer dans le truc. Donc il demande à Vince Sullivan de relancer les 2 petits gars, Siegel et Shuster, qui bossent pour lui depuis quelques années. Il leur dit, il me faut 10 pages plus une couverture, vous êtes déjà en retard, etc., etc. Et donc ils reprennent leur page qui était disposée en strip parce qu'ils voulaient le vendre à des agences de presse. Ils reprennent leur page, ils les remontent, ils les font mettre en couleur, ils réalisent la couverture et puis ça donne ça. Et là on est en juin 38 et la couverture d'Action Comics 2, il y a un policier, etc., etc. Et ils s'aperçoivent
sur les 6 premiers mois que les numéros qui se vendent le mieux sont les numéros où Superman est en couverture. Donc là, ils se disent, tiens, c'est marrant, il y a un truc qui se passe. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ils se disent, peut-être que les justiciers costumés avec des pouvoirs, il y a un marché pour ça. Et donc en 1939, dans le numéro 27 de Detective Comics, on a Batman. Et DC, puis d'autres éditeurs vont se mettre à développer leurs propres héros, donc Wonder Woman, Human Torch et Submariner dans Marvel Mystery Comics numéro 1 de 1940, qui est donc là aussi le passage d'un éditeur de pulps à l'activité bande dessinée. Captain America, c'est début 41. Enfin voilà, ça se multiplie. Les super-héros sont partout. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Et tous les éditeurs se lancent dessus. Au départ, ce sont des éditeurs de pulps qui voyaient le marché du pulps un peu bancal et qui se disent, tiens, il y a un marché, je vais me lancer là-dessus. Et puis après, il y a eu d'autres éditeurs qui sont des éditeurs nouveaux, hein, et qui se lancent dans le truc. Donc ça marche. Ce qui est intéressant avec ces personnages-là, c'est que ils sont très vite associés à la Seconde Guerre mondiale. Ils n'attendent pas d'ailleurs de l'engagement américain après Pearl Harbor, puisque Captain America dans son... Est-ce que je l'ai? Ça, c'est une page de Batman. Je crois que je l'ai, je vais essayer de vous le trouver, voilà. Captain America, dès son premier numéro, part en Allemagne pour donner une bonne torgnole à Adolf Hitler. Et là, on est au début 41, sachant que les comics... donc là, les comics étaient déjà antédatés parce que la date sur les comic books, c'est la date à laquelle le kiosquier doit retourner le comics. Donc en gros, un comics de mars 41, il a dû sortir en janvier 41 ou peut-être en décembre 40, ce qui veut dire qu'il a été produit par Simon & Kirby à l'été ou à l'automne 40. Donc voilà, ils n'ont pas attendu que le pays se lance dans le conflit pour associer le super-héros à la guerre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les super-héros vont être vraiment associés à la guerre. Et ce qui fait qu'au retour de la guerre, quand le marché est relancé, parce qu'il n'y a plus de restrictions de papier, parce que les auteurs qui étaient sous les drapeaux reviennent et se remettent à produire, etc., d'autres genres vont remplacer les super-héros. Donc on a un pic de popularité de 38 à 45-46, et après, à partir de 46-47, ça s'effrite. Rapidement, hein, Flash, la première version, celui avec les ailes sur le casque, la première version de Green Lantern, que vous avez ici en un petit peu plus grand, Wonder Woman qui apparaît, qui est un personnage qui fera beaucoup parler de lui, enfin parler d'elle, parce que c'est une femme, parce qu'elle est soumise à plein d'interprétations de la part de différents personnages qu'on verra un petit peu plus tard, hein, au fil de l'exposé. En France, les super-héros sont traduits comme pas mal de personnages de BD américaines dès avant-guerre. Mais bien sûr, la guerre va couper court à un peu tout ça parce que voilà, les personnages américains, tout ça, etc. Flash Gordon va s'arrêter à cause de l'occupant. Je m'arrête juste une minute sur Superman parce que il y a une petite anecdote assez rigolote sur Superman, c'est que c'est un personnage qui publié dans différents magazines qui sont sous forme de journaux, dont L'Astucieux, dont Aventure, etc. Et l'une des premières éditions de Superman, c'est dans Aventure, hein, qui est publiée par la Société Anonyme Générale d'Édition, la SAG, qui est fondée par Ettore Carrozzo, qui est un Italien exilé en France parce que antifasciste. Et il aimait bien la BD Superman, mais il aimait pas le titre, parce que Superman surhomme, Nietzsche, nazi, fasciste, machin, tout ça. Et c'est pour ça qu'il a rebaptisé Superman du nom de Yordi.
On ne sait pas pourquoi. Il a un nom en Y alors qu'il a un S sur la poitrine. Mais voilà, il ne voulait pas l'appeler Surhomme, il ne voulait pas l'appeler Superman parce que pour lui, c'était connoté. Et c'est assez intéressant parce qu'on saura plus tard que Goebbels aura critiqué Superman en disant que Superman est l'expression de la juiverie new-yorkaise. Donc on voit bien que les super-héros sont sujets à toutes les interprétations possibles et imaginables, voire contradictoires. Et ça, c'est un truc qui va revenir, et notamment quand les super-héros seront confrontés à certaines formes de la contre-culture. Batman sous le nom d'Aile Rouge, là, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé pourquoi il a été rebaptisé. Et ces personnages-là seront en gros soit disparus des publications destinées à la jeunesse durant l'occupation, soit publiés par des éditeurs qui se sont réfugiés en zone libre, mais bon, bien sûr, avec une diffusion qui n'était pas toujours très facile. Ils connaîtront une nouvelle bonne période entre 46 et 49, et on verra pourquoi à partir de 49 ils redisparaîtront à nouveau. Donc aux États-Unis pendant ce temps-là, les super-héros qui sont connotés guerriers, belliqueux, belligérants, associés au conflit mondial, sont désavoués à la fois par le lectorat et par les éditeurs, peut-être même plus par les éditeurs que par les lecteurs. Les éditeurs se disant « Ouh là là, c'est des personnages qui nous rappellent quand même une période troublée qu'on aimerait tous oublier, etc. » Et du coup, les éditeurs se réfugient vers d'autres genres. Alors, le teen humor, représenté notamment par Archie, le Funny Animals avec les personnages de Disney, par exemple. La romance, avec lancée notamment encore une fois de plus par Simon & Kirby, les créateurs de Captain America, avec Young Romance en 1947. Et ça va être l'un des phénomènes éditoriaux de l'année. Hein. Parce que là, ils vont créer un nouveau genre qui n'était pas représenté en BD, qui va attirer un lectorat féminin. Le lectorat féminin n'est pas toujours aussi grand que ce qu'on pourrait croire, mais il y a une partie des filles qui lisaient pas de BD, va se mettre à lire de la BD parce que voilà, c'est des histoires d'amour, des histoires de personnages féminins mis en avant, etc., etc. On sait aussi qu'il y a une partie du jeune lectorat masculin qui achetait des comics de romance, justement parce qu'il y a des jolies nanas qui sont dessinées dedans. Voilà, je vous ai mis quelques couvertures de Kirby. Un autre phénomène éditorial, ça va être les crime comics, qui apparaissent à peu près dans les mêmes années, 47-48, avec notamment un titre qui s'appelle Crime Does Not Pay, qui présente le récit criminel vu par l'angle du criminel. Donc effectivement, c'est assez souvent, comme ils le disent en couverture, des true crime cases, des histoires vraies. C'est souvent des histoires édifiantes. Et même si on montre le criminel dont l'ombre annonce le destin funeste sur la chaise électrique, il y a quand même une petite forme effectivement de complaisance sur la restitution du sang, des fusillades et tout ça. Là, je vous ai pris une page, c'est une histoire qui s'intitule « La fille qui pouvait pas mourir ». Et effectivement, c'est une histoire qui l'oriente vers le fantastique, mais où à chaque page, cette fille qui pouvait pas mourir est mise à mort par des gens. Donc elle est défenestrée, pendue, écrasée, flinguée, enfin voilà. Donc effectivement, on peut imaginer que les censeurs aient regardé ça d'un œil un peu circonspect. Et donc, en 48... il y a déjà des campagnes anti-comics en disant voilà, les comics c'est des crime comics, donc ils généralisent l'expression à peu près tout. Et les crime comics présentent le monde aux enfants, parce que bien sûr les comics c'est que pour les enfants. Si on est adulte, on ne lit pas ces fadaises-là. Les crime comics présentent de la violence, de la criminalité sous un jour amélioratif, de l'homosexualité, de la drogue, tout ça. Enfin, voilà. Alors, en 48, sous la pression de différentes personnes, notamment Frédéric Wertham, Gershon Legman, etc., les éditeurs montent un premier
code qui est un code paritaire, un code monté entre eux, c'est pas un code gouvernemental. Mais Wertham, qui est psychiatre, trouve que ce code est trop lénifiant, n'est pas appliqué, etc., etc. Donc il remet une couche. En 1954, il sort Seduction of the Innocent, qui effraie tout le monde, les ligues de bien-pensance, etc., et jusqu'aux parlementaires, et ça donnera lieu à la commission Hendrickson, qui est la sous-commission Hendrickson, qui est fédérée autour de Robert Hendrickson, qui faisait partie, lui, de la commission Kefauver, qui s'était d'abord intéressé au crime organisé, puis à la présence des communistes dans tous les rouages de la société américaine. Enfin voilà, c'est quand même des gens qui sont sérieux, qui sont connus et tout ça, et qui vont s'intéresser à l'aspect néfaste des comics. Alors ce qui est très intéressant dans cette commission, c'est que d'emblée, la commission, dans sa déclaration d'intention, dit s'intéresser aux effets néfastes des comic books sur la jeunesse. Il ne s'intéresse pas aux effets des comic books, il s'intéresse aux effets néfastes. Donc déjà, ils partent avec un a priori. Alors des éditeurs, des auteurs, etc. sont entendus, et à la fin, ça effraie tellement tout le monde que les éditeurs se réunissent à nouveau et décident d'adopter le Comics Code, dans lequel ils s'interdisent de représenter le crime, le sang, le sexe, l'adultère, la drogue, etc., etc. Donc c'est en gros un organisme d'autocensure, hein. C'est pas du tout un organisme gouvernemental qui. Mais bon, ça fonctionne comme voilà, on produit le comics, on va le faire lire au comité de surveillance en quelque sorte, et ils approuvent ou pas. Et s'ils approuvent pas, soit on retouche, soit on publie pas. Si vous avez vu le documentaire Comic Book Confidential, on voit un auteur retoucher et blancoter des effets de traits pour les détonations des armes, etc., quoi. Donc c'est assez pesant. Ça édulcore tout le monde des comics. Ce qui est intéressant, c'est que en revanche, ça ne s'attaque qu'aux formes les plus voyantes de violence et de subversion. Mais si on s'arrête sur la production des romances comiques chez l'éditeur Saint John, qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors déjà c'est souvent dessiné par Matt Baker, qui est l'auteur par exemple de cette couverture, donc c'est très joli, mais on voit des femmes fortes qui ne pleurent pas, qui ont des chagrins d'amour mais qui repartent, qui vivent leur vie en dehors du cercle familial, etc., etc., qui n'écoutent pas leurs parents, qui ne cèdent pas à l'illusion du mariage, etc., etc. Donc quelque part, les romances comics n'étaient pas directement inquiétés par la censure, mais c'est peut-être chez Saint John, dans les comics de Mike Baker, qu'on trouvait des formes de subversion plus profondes. En France, on a eu un peu la même chose avec la loi de 49, qui a été votée. Alors, dans son ouvrage Des comics et des hommes, Jean-Paul Gabillet donne vraiment des détails sur le vote de ça, mais ça a été voté en gros par des parlementaires d'obédience communiste ou catholique, et en gros par des anciens résistants qui sans doute s'inquiétaient à la fois de la violence qu'il y avait dans les productions locales comme Fantax de Schott, mais aussi de l'émergence d'une bande dessinée étrangère, et notamment américaine. Donc il n'est peut-être pas exagéré de voir une certaine forme de protectionnisme derrière ça. Toujours est-il que la loi est votée en 49, et là aussi, comme aux États-Unis, mais pas à la même date, ça va complètement édulcorer la bande dessinée française, et ça va complètement freiner les importations de comics. C'est-à-dire que on aura Superman et Batman qui vont revenir en 46, et ils vont repartir en 49, et de 49 à 58, grosso modo, à part quelques strips de presse, il n'y aura rien. Même Jean-Paul Sartre, dans les temps modernes, dans son numéro d'octobre 55, va se faire l'écho de ce genre d'inquiétude, puisqu'il va traduire une partie du pamphlet de Frédéric Wertham sous le titre « Les Crime Comic Books et la jeunesse américaine », avec déjà ce sous-entendu il y a une influence qui est peut-être néfaste. Donc, comme quoi on se rend compte que ça a quand même fait bouillir les esprits, cette affaire-là.
Du coup, qu'est-ce qu'on a aux États-Unis dans les années 50? On a une science-fiction qui est édulcorée. Chez DC, par exemple, on a une science-fiction qui joue sur des notions très positivistes. On a l'impression d'être dans une science-fiction un peu à la Jules Verne ou un petit peu comme on pouvait la trouver dans certains des premiers pulps de SF, avec des jolies fusées en forme de suppositoire volant, des extraterrestres étonnants, mais qui sont plus étonnants qu'horrifiques, des héros terriens qui résolvent leurs problèmes grâce à leur intelligence et grâce à leur bon usage de la science, etc. Donc ça, c'est dans des anthologies comme Mystery in Space, où en fait, on a une idée forte, et cette idée forte va faire que ça va créer souvent l'idée qui est en couverture, ça va créer une situation assez saugrenue, comme par exemple le Hitchhiker, l'autostoppeur de l'espace, et après il va falloir résoudre cette situation dans les pages même du comic book. Donc il y a Mystery in Space, j'en ai beaucoup de Mystery in Space. Est-ce que j'ai du Strange Adventures? Voilà. Mystery in Space, c'est vraiment plus orienté extraterrestre, alors que Strange Adventures, il y a plutôt des créatures étonnantes, un peu monstrueuses, comme là les Fishermen from the Sea, ce genre de choses, des métamorphoses de terriens, etc. Donc ça reste de la science-fiction, mais c'est moins spatial. Chez Marvel, on a une science-fiction qui est plus de l'ordre du gros monstre, à la Godzilla ou à la King Kong, mais pareil, là aussi, c'est assez édulcoré, puisque le gros monstre ne va exercer sa violence et sa menace que sur les décors, grosso modo. Donc c'est des grandes onomatopées, c'est des murs qui s'effondrent, c'est des buildings qui tombent, mais on voit toujours les gens qui fuient. Donc il n'y a pas ce rapport à la violence et au sang qui avait tant inquiété les censeurs. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux formes de science-fiction vont donner naissance à deux formes de super-héros différents, les super-héros d'ici, les super-héros Marvel. Par exemple, ah ouais, là je vous ai mis ça parce que c'est Amazing Adventures, c'est une succession c'était une anthologie de 1961, et c'est une succession de couvertures qui sont très intéressantes. Donc vous avez des couvertures de Kirby avec des gros monstres, et puis tout d'un coup, pouf, vous avez des couvertures de Ditko, qui est le créateur de Spider-Man et de Doctor Strange, qui sont beaucoup plus design, avec une absence de décor, avec juste des éléments qui sortent du fond monochrome de la plate couleur, et ça met en valeur aussi le graphisme du lettrage. Et vous voyez dans le coin en haut à droite le petit sceau du Comics Code qui veut dire que oui, ce bouquin est passé entre les mains de relecteurs qui l'ont approuvé. Donc je disais, les personnages d'ici et Marvel les nouveaux personnages, les nouveaux super-héros qui vont naître à partir de 56 vont fonctionner selon les deux modèles de science-fiction qui ont été développés à ce moment-là. Alors, par exemple, chez DC, on a Flash. On a l'anthologie Showcase qui est utilisée par Julius Schwartz, qui est le rédacteur en chef de l'époque, comme une espèce de banc d'essai, voire de crash test. En gros, il flaire qu'il est peut-être temps que les super-héros reviennent en masse, parce que à part Superman, Batman, Wonder Woman et Black Hawk, ils étaient tous, soit ils avaient disparu, soit ils étaient publiés au fin fond d'anthologies qui portaient pas leur nom. Et il se dit, il est peut-être temps qu'ils reviennent. Et donc il utilise Showcase pour faire revenir les personnages, mais il utilise le nom et il crée un nouveau personnage. C'est-à-dire Flash, il court vite, il a un costume rouge, je vais créer un nouveau Flash qui court vite et qui a un costume rouge, mais c'est pas le même. Un nouveau Green Lantern, un nouvel Atome, qui lui, contrairement au précédent, a vraiment le pouvoir de se réduire. Et petit à petit, il va créer tout un univers en expliquant pourquoi les anciens peuvent rencontrer les nouveaux, etc., etc. Là, vous voyez le jeune Flash et l'ancien Flash qui se battent. Chez Marvel, en revanche, on a des personnages qui, eux, se prennent racine dans la tradition des comics de grands monstres, les Monster Comics que faisait Kirby ou Ditko. Et donc là, par exemple, les Fantastic Four, qui naissent à la fin 61, par Stan Lee et Jack Kirby. Les Fantastic Four, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils affrontent un gros monstre qui est en train de casser le décor.
Donc on est vraiment dans cette tradition-là. Petit à petit aussi, Stan Lee se dit, tiens, puisque ça marche, je vais ramener d'autres personnages. Donc là, par exemple, sur cette couverture du numéro 4, on voit que les Fantastic Four affrontent Submariner, qui est un personnage qui avait été créé en 1940, mais qui appartenait toujours à l'éditeur. Hulk, qui fait une première apparition avec une peau grise, et le résultat imprimé, c'est des gros pâtés noirs, donc c'est pour ça qu'il est devenu vert par la suite. Thor, qui lui ne naît pas d'une irradiation face à des rayons cosmiques ou des rayons radioactifs, mais emprunte directement à la mythologie nordique. Et accueille dans ses pages la mythologie grecque avec Hercule qui vient faire un tour, les Vengeurs qui rassemblent les héros principaux de Marvel, Captain America qui revient, qui lui avait été créé aussi en 41, et finalement ils ont trouvé une astuce pour expliquer qu'il avait été congelé dans un bloc de glace et qu'il avait été récupéré par les Vengeurs, le Surfeur. Les X-Men, ici c'est Magneto leur ennemi, là les X-Men avec leur prof, le professeur Xavier, Captain America et les Vengeurs quand Captain America obtient son propre titre, Giant Man dans l'anthologie Tales to Astonish, Daredevil, etc., etc. Ce qui est intéressant avec ces personnages-là, c'est que c'est vraiment les personnages de l'ère atomique. C'est-à-dire que Spider-Man, qu'on voit ici dans Amazing Fantasy XV, a été mordu par une araignée radioactive. Ou piqué, je sais plus. On m'a longtemps expliqué que les araignées mordent pas et piquent, enfin bon, bref. Les Fantastiques ont été irradiés par des rayons cosmiques. Bruce Banner, qui se transforme en Hulk, il a créé la bombe à rayons gamma et qui a explosé alors qu'il était exposé. Daredevil a reçu un isotope radioactif qui l'a privé de sa vue. Les mutants X-Men, eux, sont des mutants parce que le code génétique de leurs parents a été altéré, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne sont pas aussi propres sur eux que les personnages d'ici. Ils n'ont pas ce côté positif, ce côté gendre idéal que pouvait avoir Barry Allen en Flash ou Hal Jordan en Green Lantern. Parfois, ils sont monstrueux, comme la chose dans les Fantastiques, qui ressemble plus aux monstres des Monster Comics qu'à un super-héros. Assez souvent, ils ont des failles soit psychologiques, soit financières, parce que Peter Parker, par exemple, n'a pas d'argent. Les Fantastic Four, au début de leur carrière, ont été virés du Baxter Building parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur loyer, etc. Des failles psychologiques, ils ont tous des problèmes, ils ont des incertitudes et tout ça, ils ont des fragilités physiques. Don Black, alias Thor, est boiteux. Tony Stark, alias Iron Man, a des problèmes cardiaques, etc., etc. Donc ce sont des gens qui ne sont pas toujours des citoyens parfaitement intégrés, comme Hal Jordan qui est pilote de chasse ou Barry Allen qui est dans la police scientifique. Ils présentent pas toujours aussi bien. Bref, ils ont des problèmes. Ils sont comme leurs lecteurs, quoi, d'une certaine manière. D'où le fait qu'on ait une popularité très forte chez les personnages Marvel, alors que Marvel était un tout petit éditeur. Hein. Marvel a failli fermer ses portes en 57. C'était un éditeur rikiki qui devait être le 5e ou le 10e éditeur de la place en 60. Et puis, il a fallu attendre 63 ou 64 avant qu'un de ses titres, c'est Amazing Spider-Man, arrive dans le top 10 des ventes. Donc c'est vraiment... c'est la petite bête qui monte, quoi. Mais ce sont des gens comme les personnages sont en gros des gens comme nous, c'est-à-dire qu'ils écoutent la même musique, ils se fringuent comme nous, etc., etc. John Romita, qui est le deuxième dessinateur de Spider-Man, dans un documentaire, je crois que c'est de Superman à Spider-Man, expliquait qu'en fait il recevait des consignes de Stan Lee pour dire voilà, si tu dessines des jeunes, et ben tu les dessines avec des fringues de jeunes, ils écoutent de la musique de jeunes, ils vont dans des endroits de jeunes. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la série Spider-Man, quand Romita la dessine, Peter Parker et
Et ses amis, Mary Jane, Gwen, Flash, ils se retrouvent pour boire un pot au Coffee Bean, qui est l'endroit branché pour les jeunes. Alors, l'endroit branché pour les jeunes vu par les vieux, hein, parce que Stanley et Romita étaient des gens qui avaient 30 ans, 40 ans à l'époque. Donc c'est un petit peu les vieux qui regardent les jeunes dans la rue et qui essayent de les comprendre. Mais c'est intéressant parce que justement, il y a cette volonté d'être en prise directe avec la société. Alors cette image est intéressante parce que, en fait, la société, c'est quoi? Surtout la société des années 60. C'est la guerre du Vietnam, c'est le rock'n'roll. Et sur la partie gauche de l'image, vous voyez Flash qui va partir parce qu'il s'est engagé, il va partir au Vietnam. Et sur la partie droite, vous voyez Peter qui se repose sur le jukebox. Et là, cette image-là, elle est très très emblématique de la volonté des comics Marvel d'être totalement en prise avec l'esthétique de l'époque. Et pas simplement l'esthétique, mais je parle de l'esthétique parce que, par exemple, on voit les fringues de Mary Jane et de Gwen. Ce qui est intéressant dans les premières années de Romita sur le titre Spider-Man, c'est que, d'une certaine manière, dès qu'il dessinait Gwen et Mary Jane, c'est un défilé de mode. Elles changent de coiffure, elles ont pas du tout les mêmes fringues. Parfois, elles changent de fringues 3 ou 4 fois dans le même épisode. Enfin, voilà. On est vraiment en prise avec la société, avec les jeunes. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, quand Stanley aura des responsabilités plus grandes, les scénaristes qui vont le remplacer seront aussi en prise avec cette société, mais eux-mêmes étant plus jeunes, ils vont se mettre à parler de cette société. C'est pour ça qu'on aura des manifestations étudiantes dans Spider-Man. On aura des manifs anti-guerre dans Iron Man, ce qui est intéressant parce que Iron Man c'est Tony Stark, et Tony Stark c'est un fabricant d'armes pour le compte du gouvernement américain. On aura aussi, comme on voit ici, des scènes de conflit de génération entre des personnages qui représentent la génération des enfants, donc en gros les 20 ans, ceux qui ont 20 ans en 65, et la génération des parents, ceux qui ont 40 ans en 65. Donc même si ça sert à dramatiser l'histoire au sein du récit, du feuilleton, ça permet de parler de cette société. Et on parle de la drogue, on parle de la musique, on parle de tout ça, et de la politique, de la guerre et tout ça, mais on parle aussi de la drogue, voilà. Et par exemple, on a des épisodes de Spider-Man où Peter Parker découvre que son ami Harry Osborn est sous l'effet de la drogue. Alors c'est plus ou moins des euphorisants qui lui font voir des pastilles un peu flottantes un peu partout, mais bon, et qui en plus le font passer par des états d'hilarité et de dépression. Mais bon, même si sous couvert on en parle sans en parler, ça reste quand même, on parle de la drogue. Donc là, on est en 71, à peu près à la même époque, chez DC, dans Green Lantern, Green Arrow, Denny O'Neil et Neil Adams parlent aussi de la drogue, en le montrant un peu plus. C'est-à-dire que là, on voit la seringue, on voit la drogue, et le personnage qui se drogue, c'est Speedy, qui porte bien son nom, qui est le jeune sidekick de Green Arrow. Alors, faut savoir, pour ceux qui connaissent pas bien la série, que Green Lantern, c'est en gros le tenant de l'establishment, on va dire, c'est le mec de droit de bon teint qui se pose pas de questions, et Green Lantern, et Green Arrow, c'est le gauchiste qui lui met un peu le nez dans le caca en disant regarde les méchants propriétaires qui exproprient les noirs, regarde les méchants patrons qui exploitent leurs ouvriers, etc. Et tout d'un coup, il y a le gars Green Lantern, le gars de droite qui se pose pas de questions, qui dit au gars de gauche qui se pose des questions, bah oui, c'est bien beau de te balader aux États-Unis en montrant tous les travers de la société, en attendant le sidekick dont tu as la responsabilité, lui il se drogue parce que lui il va pas bien. C'est une histoire en 2 épisodes. Le deuxième épisode, la seringue est montrée quand même en gros plan sur la couverture, donc ça tape fort. Mais là, on a donc les comics qui ont cessé d'être des comics de genre idéaux. C'est des comics qui de temps en temps s'offrent une conscience sociale. Ils ont décidé de parler de... Et ça va, et c'est sur tous les titres. Alors c'est lié aussi au fait que Denny O'Neil ou Steve Englehart, le scénariste de Captain America de l'époque, ce sont des gars qui ont 25 ans. Et donc ils ont des choses à dire, ils ont envie de parler de leur société. Cet épisode-là,
est intéressant parce que Captain America, qui lui vient dans cette histoire-là, dans cette série-là, ça fait 10 ans qu'il a été sorti de son bloc de glace et qu'il voit l'Amérique changer, et il se rend compte que tout ne tourne pas rond. Et là, il rencontre un personnage qui est Dave Cox, le gars dans la case 3 allongé par terre parce qu'il vient de prendre un ion. Il est manchot, pourquoi? Parce que c'est un vétéran du Vietnam qui est devenu pacifiste après être rentré et après avoir perdu son bras. Et Captain America, qui lui a toujours pensé en militaire, se trouve face à un pacifiste qui lui est capable de s'engager dans le combat et de résister face aux super vilains sans rendre coup pour coup. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un comic book qui nous a tout le temps parlé de la guerre et de la résolution des problèmes en tapant du poing, c'est-à-dire on va voir Hitler et on lui cogne dessus. Et dans ce comic book-là, il y a un personnage secondaire qui dit à Captain America, il y a d'autres moyens de faire. On peut passer par le pacifisme. C'est quand même un grand pas. Mais je vous disais que les scénaristes, ils étaient plus jeunes. Oui, mais non, parce que Jack Kirby, il a, 17, 70, il a une cinquantaine d'années passées quand il bosse sur Jimmy Olsen chez DC. Et dans Jimmy Olsen, il nous montre des communautés qui vivent, alors c'est pas obligatoirement des hippies, mais c'est des communautés qui vivent en dehors du modèle. Et par exemple, là, le gang de motards, le gang de motards habite dans une espèce de cité dans les bois, version Kirby, qui s'appelle Habitat, et ce gang de motards a décidé de ne pas accepter le modèle dominant et de proposer un autre modèle. C'est très intéressant de voir un gars comme Kirby qui a 50 ans et qui s'intéresse à l'imagerie, on va dire hippie, on va dire flower power, on va dire contre-culturel. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas le mot qui compte, c'est juste l'idée qu'il y a des gens qui ne vivent pas selon le modèle dominant, et Kirby l'intègre dans son récit, mais ne l'intègre pas comme des marginaux dépressifs qui ratent leur coup, ou comme des méchants. Il l'intègre comme un modèle supplémentaire. Cette case-là est assez intéressante parce que les gens qui dansent et qui sont heureux et qui vivent dans leur monde, eh ben, ils sont là, et puis Superman arrive, et puis effectivement, en tant que membre de l'establishment, il est sur la défensive, et la nana répond, oui, mais moi je le trouve assez groovy. Et il y a ce décalage, mais c'est un décalage qui n'est pas du tout contre-productif, c'est un décalage sur lequel peut naître une relation. Et c'est intéressant de la part d'un auteur comme Kirby qui réinjecte des choses de la société alentour. Faut préciser qu'à l'époque, je crois, Kirby avait déménagé de la côte est à la côte ouest et il vivait en Californie. Donc effectivement, il a dû se balader à San Francisco, etc., etc. Mais il l'injecte dans son univers de super-héros à lui. Donc on a une première porosité comme ça entre le monde des super-héros et le monde, on va dire, psychédélique. En parlant de psychédélisme, il y a aussi le cas de Captain Marvel, réalisé à l'époque par Jim Starlin. C'est l'épisode où, là c'est quelques extraits tirés de l'édition française dans Strange. C'est des épisodes où Captain Marvel rencontre Eon, qui est... comme on nous le dit, celui qui attend, qui est une entité supradimensionnelle, qui fait de lui le protecteur de l'univers, et lui confère la conscience cosmique. Et quand on regarde ça, c'est effectivement, ça prend quand même des allures de trip hallucinogène, mais c'est passé comme une lettre à la poste dans l'édition américaine sous le sceau du Comics Code. Et dans Strange, finalement, ça n'a pas été la partie la plus censurée. Et Lug avait plutôt l'habitude d'effacer les armes et les couteaux plutôt que de réécrire les scènes de révélation sous acide. Donc c'est assez intéressant de voir que effectivement l'imagerie de l'ouverture des portes dont parlait Aldous Huxley, ou dont a parlé aussi Timothy Leary et tout ça, l'ouverture des portes de la conscience arrive aussi dans le monde des super-héros.
Alors en France, je vous disais très rapidement, parce que j'essaie de faire un va-et-vient entre la situation française et la situation, sachant que voilà, j'ai complètement éclaté mon score. Mais en France, les comics reviennent à la fin des années 50 avec des anthologies de science-fiction comme Aventure Fiction ou Sidéral. Qui publie des comics de SF. Et Flash, lui, revient dans un petit mensuel de poche à son nom. Vous noterez que, bizarrement, l'éditeur a fait redessiner son visage parce qu'avoir un masque, c'est malhonnête. Donc, un héros n'a pas de masque, il a juste une cagoule. Ce qui fait qu'il y a un épisode où il a quand même été interviewé par sa copine qui est journaliste, mais sous son masque. Mais dans la version française, il n'a pas de masque. Il a une cagoule et la copine ne le reconnaît pas. Mais bon, c'est pas grave. Tonnerre, les Thunder Agents de Hollywood ont été traduits en France à partir de 66. Alors eux, c'est vraiment l'establishment puisqu'ils bossent pour le gouvernement, ils bossent pour l'ONU. Et Fantasque, c'est 69, et Fantasque a été frappé par la censure et interdit. Donc on voit que les super-héros inquiètent encore. En 70, Lug récidive avec Strange, qui lui tiendra le coup. Donc les X-Men, Iron Man, tout ça. Mais Marvel ne connaîtra que 13 numéros et sera frappé de censure à partir du moment où il redeviendra... Ils ont commencé dans un petit format noir et blanc que la censure n'a pas repéré. Et puis quand ils s'agrandissent et qu'ils passent en couleur, la censure s'en aperçoit. Très rapidement, une couverture de Pink Floyd. Il y a des éléments très faciles à voir, notamment la succession de planètes. Ce sont des éléments qui sont pris d'un numéro, le Strange Tales 158, et qui sont pris notamment de cette page-là. Le tribunal vivant, Docteur Strange et la planète ont servi de collage. Les collages, c'est très intéressant parce que ça, c'est le collectif Hypnosis qui travaillait à l'époque, qui a fait cette pochette. Mais on sait qu'à partir de 66, Jack Kirby faisait des collages dans les pages de Fantastic Four. De même que Steranko, lui, intégrait des éléments de l'esthétique de l'époque ou des éléments de la peinture surréaliste dans ses couvertures ou dans sa série Nick Fury. Donc on voit que la porosité entre les comic books de super-héros et une certaine forme de pop culture, contre-culture sont nombreuses. Mais la contre-culture elle-même, qui s'exprime notamment en matière de bande dessinée par les comics underground, donc Crumb, Moscoso, Shelton, Spen, Rick Griffin, etc. La contre-culture considère les super-héros comme des tenants de l'establishment. Donc du coup, les super-héros, là encore, se prêtent à plusieurs formes d'interprétation. Hein, et c'est peut-être le signe qu'il y a un glissement dans une espèce de terreau culturel qui fait que ils appartiennent à tous, y compris à ceux qui les aiment ou à ceux qui les détestent, ou à ceux qui ne s'y retrouvent pas. Ce qui est intéressant avec les comics underground, c'est qu'ils sont vendus dans des réseaux de diffusion totalement différents. Et notamment dans les head shops, où on pouvait trouver des disques, de la littérature, mais aussi des hallucinogènes qu'on pouvait même consommer dans les pièces derrière. Et les head shops, finalement, une partie de ce réseau des head shops va constituer le réseau de libraires indépendants qui va permettre l'émergence des romans graphiques et des premiers éditeurs indépendants de la fin des années 70, début 80. Ces éditeurs indépendants sont parfois des anciens éditeurs underground. Dennis Kitchen, qui a lancé Kitchen Sink, était au départ un pur et dur éditeur underground, et puis il a réédité les Spirits d'Eisner, qui étaient des suppléments pour la presse hebdomadaire dans les années 40. Et Eisner, à l'époque, avait pris sa retraite. Et il travaillait sur des projets personnels, mais voilà. Et il s'est remis au boulot en faisant des couvertures pour les éditions, pour les rééditions de Warren, puis de Kitchen Sink. Du coup, on a là un passage entre plusieurs formes culturelles, mais aussi on a l'émergence d'un nouveau marché
qui est celui de comic books qui sont vendus en ferme directement à des libraires et non pas à des kiosquiers. Du coup, Eisner se retrouve le pied à l'étrier et repart sur des projets personnels, comme par exemple son premier roman graphique, qui est Contract with God, un bail avec Dieu, qui revient un petit peu sur l'univers des quartiers populaires qu'il a connus dans sa jeunesse. Et ça va lancer un marché. Qui dit marché dit réseau de diffusion, dit prospérité des libraires, dit naissance de différents éditeurs indépendants. Alors après Kitchen Sink, il y a eu Eclipse, il y a eu First, il y a eu Pacific, il y a eu Dark Horse qui existe encore, etc., etc. Et ces gens-là vont proposer d'autres formes de publication. Par exemple, le graphic novel, que nous on traduit par roman graphique, mais on a cette idée d'un livre épais avec un propos personnel et tout. Les Américains, pour eux, graphic novel, c'était tout ce qui n'était pas comic books, tout ce qui n'était pas, c'était une BD qui n'était pas le comics agrafé qu'on connaît. Mais Stewart the Rat de Steve Gerber et Gene Colan, c'est deux auteurs qui étaient publiés par Marvel et DC, et tout d'un coup, ils trouvent l'occasion de faire quelque chose que Marvel et DC les autoriserait pas à faire. C'est une certaine forme de liberté éditoriale aussi, c'est-à-dire que les auteurs, les éditeurs indépendants proposent aux auteurs de récupérer leurs planches, ce que Marvel et DC faisaient pas, proposent un intéressement aux ventes, c'est-à-dire qu'effectivement on peut pas te payer beaucoup, mais si on vend beaucoup, tu gagneras beaucoup. Ce que Marvel ne proposait pas. Du coup, il y a une espèce de brain drain qui se passe et il y a des gens qui quittent Marvel et DC pour aller faire des trucs chez les indépendants. Et du coup, Marvel et DC réagissent et ils créent des collections de graphic novels orientées vers la science-fiction ou des trucs plus personnels. Ils offrent à Miller de faire Ronin avec des conditions financières et de garder les droits de la série, enfin de partager les droits de la série avec des conditions financières et un certain contrôle esthétique de son produit. Ils offrent à Moore et Gibbons de faire Watchmen avec pareil un partage des droits et certaines conditions, etc., etc. Donc il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du produit qui maintenant est diffusé en librairie, et notamment quand les fascicules sont recueillis dans un recueil qui s'appelle Trade Paperback, TPB, il est vendu en librairie, il n'est pas vendu en kiosque, donc il y a une reconnaissance de l'objet et de l'auteur, et une reconnaissance du personnage. Du coup, les personnages, eux, là, c'est des pages du Dark Knight de Miller. Du coup, les personnages évoluent auprès d'un grand public qui n'avait peut-être pas l'habitude d'aller en kiosque pour acheter son comics, mais qui va acheter son livre, son roman, son essai, sa poésie, qui va trouver des comic books dans un petit rayon. Voilà. Il y a des librairies spécialisées qui s'ouvrent et qui se développent. En France, on a connu ça aussi pareil, puisque nous, on a eu l'album au début des années 70, qui était un album souple, un album cartonné au début des années 80, et on a eu des auteurs comme Wally Wood, ou Bernie Wrightson, ou Richard Corben, ou Joe Kubert, qui étaient édités en album, qui ont été édités dans l'Écho des Savanes spécial USA, puis réédités en album. Donc on a eu certains des auteurs comme ça, les plus personnels du marché américain, qui ont été édités en album. Puis après, Glénat ou d'autres éditeurs comme Zenda, Edena, Delcourt se sont intéressés aux super-héros et on les ont passés en album. Et donc on s'est retrouvé dans une situation, je vais vite pour essayer de rattraper mon retard, on s'est retrouvé dans une situation où on était un peu à égalité avec quelques années d'avance avec les Américains, où les super-héros sortaient de la sous-culture pour accéder à une espèce d'officialisation, de légitimation par l'album cartonné. L'autre légitimation qui fait que là, c'est plus vraiment de la contre-culture, c'est que ça passe à la télé et ça passe au cinéma. Alors on a des trucs réussis, on a des trucs moins réussis. On se souvient tous de la série humoristique, de la version humoristique Batman avec Adam West des années 60, qui a fait la couverture de Life. Ça c'est l'affiche pour le film. Le cartoon des Fantastiques, Hanna-Barbera, fin années 60. Le cartoon Spider-Man, fin années 60 également, très célèbre pour son générique. Linda Carter en Wonder Woman, inoubliable. Lou Ferrigno en Hulk, qui passait à la télé. Les gens de ma génération
aux États-Unis comme en France ont été marqués par ce personnage. Et puis bien sûr la version de Christopher Reeve de Superman. Donc du coup là, c'est le dernier glissement, c'est-à-dire qu'on on est passé dans la sphère de la contre-culture en insérant des éléments visuels, graphiques et tout. Et tout d'un coup, là, on passe dans la pop culture grand public, c'est-à-dire que plein de gens connaissent Superman par les films, mais c'est pas obligatoirement des lecteurs de comics. Et ce grand public, là c'est le Flash fin années 80, ce grand public fait que tout d'un coup, le personnage, lui, il est accepté, il est sur les t-shirts, il est sur les mugs de café, etc., etc., il est sur les tapis de souris. Mais il est tellement dans la culture populaire et dans la culture générale, presque mainstream, que le super-héros peut être récupéré par l'art contemporain d'une autre manière que ce que faisait Liechtenstein quand il détournait des cases de comics de romance ou de comics de guerre, où il détournait les codes à la fois de la société et les codes il prenait les codes de la BD pour les mettre dans les galeries. Donc il y avait un jeu sur la valeur culturelle de la chose. Chez Hero, par exemple, ce jeu-là de la valeur culturelle est aboli, puisque lui, son principe, c'est de jouer sur la collision et de la collision des différents barreaux de l'échelle culturelle, et d'admettre que le super-héros, le personnage de BD, le personnage de cartoon est une composante de notre univers. Et donc, d'une certaine manière, voilà, ça a été une sous-culture, ça a été un peu une contre-culture, hein, ou en tout cas un véhicule, un outil de cette contre-culture. Maintenant, c'est de la pop culture, et puis maintenant, c'est peut-être tout simplement de la culture. Alors, est-ce que, en rentrant dans la culture, est-ce que les super-héros sont encore ce véhicule du rebelle qui ont pu être parfois, ou est-ce qu'ils sont entrés dans l'ordre? C'est la question sur laquelle je vais vous abandonner totalement en retard et en ayant explosé mes délais. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui? Oui? D'accord. Bon, merci d'abord pour cet exposé qui est extrêmement riche. Moi, j'ai deux petites questions à vous poser. La première question, c'est ce super-héros qui apparaît aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'il a une origine dans la littérature classique européenne, ou est-ce qu'en fait c'est purement américain comme création? Moi, je dirais que dans sa forme, on va dire, dans sa forme Superman, c'est purement américain, c'est assez endémique, mais je pense qu'il y a, enfin là, j'ai pas creusé ça pour aujourd'hui, mais il y a quand même des bases qui sont européennes. Je pense notamment par certaines formes de feuilletons, les traductions de Jules Verne, également la traduction des mémoires de Vidocq, qui doit dater, je crois, de 1829 et peut-être 1830 aux États-Unis. Ça a été traduit super vite. Et je dirais que s'il y a un apport européen, c'est peut-être par l'idée du super vilain, c'est-à-dire cette définition pas vraiment manichéenne du méchant, notamment via Vidocq, la description d'un univers où le monde, où le bien et le mal s'opposent, mais ne se définissent pas de manière aussi manichéenne que ce qu'on pourrait croire. Mais je crois que le feuilleton européen a une influence, quoi, dans cette. Et puis après, une partie des créateurs, notamment de bandes dessinées et de super-héros, sont des immigrés ou des fils d'immigrés qui viennent avec leur culture européenne. Kirby, on sait que il écoutait les histoires de son grand-père ou de sa grand-mère, des histoires d'Europe centrale, de Pologne, et il y a une part de ce terreau culturel. Alors pour cette génération-là, c'est assez avéré. Pour des générations précédentes, j'imagine que ça s'est fait également, parce que je pense que les générations d'immigrés hollandais, irlandais,
Italiens ont amené chacun leur bagage culturel, leurs références, leurs légendes, leurs romans, leurs lectures précédentes. Oui, je pense, oui. Deuxième question, est-ce que la culture française, entre la fin du 19e siècle et 1940 par exemple, est-ce qu'ils créent leurs propres super-héros sans imiter les Américains? Est-ce qu'en fait ils ne feront qu'imiter les Américains d'après vous? Non, je pense que l'imitation est venue après-guerre, avec notamment des personnages comme Fantax qui empruntent beaucoup aux détectives de romans noirs ainsi qu'aux fantômes du Bengale et tout ça. Avant, je pense qu'on a nos proto-super-héros et j'en voudrais pour preuve une série qui s'appelle La Brigade Chimérique, une série de BD qui en fait joue la carte un petit peu comme la Ligue des Gentlemen d'Alan Moore, joue la carte du patrimoine littéraire français en réinjectant, enfin français, européen, en réinjectant dans un univers codifié comme un univers de super-héros, des personnages comme des personnages de Kafka ou des personnages comme le Passe-Muraille ou des choses comme ça. Et je pense que c'était là, sauf qu'on n'a pas eu, pour des tas de raisons qui sont pas liées qu'à l'occupation d'ailleurs, on n'a pas eu de phénomène de concentration, on va dire, industriels comme les comic books l'ont été, d'énormes phénomènes de publication où il y a eu énormément de production et où il y a eu un genre qui s'est cristallisé. On n'a pas eu ça, donc c'est un petit peu disparate, mais on a un roman quelque part. Je dirais que, enfin c'est l'idée que je développais avec votre première question. D'une certaine manière, on a quand même on avait tout pour le faire, c'est-à-dire qu'on a nos super vilains, on a nos super héros, on a nos super justiciers, nos super voleurs, on a Fantomas, on a Arsène Lupin, on les a tous quoi. Donc le fait est que le paysage éditorial était différent, donc ça s'est pas cristallisé de la même manière. Mais pendant longtemps, on n'a pas copié, on a développé les nôtres. Et je pense que au bout d'un certain temps, les super-héros se sont vraiment proposés comme une espèce endémique purement américaine. Et du coup, on a le sentiment que s'il faut faire du super-héros, il faut obligatoirement passer par la case Amérique, donc que le personnage soit américain, qui vive à New York, etc., etc. Ou alors on passe par une parodie ou un pastiche, et puis ça donne un super Dupont, etc. Mais des initiatives comme la Brigade Chimérique nous montrent qu'on n'a pas besoin de ça, on a notre propre patrimoine de super personnages, on va dire, et on peut les développer avec des codes, mais sans passer par. On n'est pas obligé de passer par un décor américain. T'en prie. D'autres questions? Ah, il y a 2 micros. Oh, c'est formidable. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous parliez justement de la naissance des super-héros. J'aimerais savoir, est-ce que ça vient pas plutôt de cette volonté des États-Unis avec leur culture qui n'est au final qui n'a que 2 siècles et demi d'existence et qui justement ont voulu imposer leur propre modèle culturel à travers la naissance de ces super-héros, justement qui pourraient éventuellement envier toute la culture européenne qui est actuellement présente? Alors, déjà, je pense que de la part des éditeurs, il n'y avait pas une volonté affirmée comme ça, parce que, enfin, je connais bien la question, mais plus je la creuse, plus je me dis que c'est vraiment une succession de hasards. Genre, on fait un truc, ah, ça marche, ben, on va faire un deuxième. Après, en revanche, c'est effectivement un pays jeune, hybride, mixé, et qui se crée sa propre mythologie, donc qui se crée sa propre histoire, etc., etc. D'où l'importance de personnages qui, comme Kit Carson ou Buffalo Bill, ont un pied dans une réalité historique et un autre pied dans une fiction héroïsée, exagérée, etc., etc. Mais c'est pareil pour des personnages comme Paul Bunyan, qui ressemble plus à une espèce d'Hercule local qu'autre chose. Donc il y a cette volonté comme ça je pense, de se fabriquer sa propre mythologie, ses propres repères, des trucs qui appartiennent au peuple américain,
qu'ils viennent de familles hollandaises, irlandaises, italiennes, allemandes, françaises, etc. Là, je renverrai à Kirby qui disait dans une interview que quand il a créé Captain America avec Simon, eux, ils étaient des petits juifs d'un quartier populaire de New York qui se sentaient américains, mais pas totalement. Et ils ont créé Captain America pour... j'allais dire participer à l'effort de guerre, pas simplement parce qu'il n'y avait pas d'effort de guerre à l'époque, mais participer à l'effort national en créant ce qui, pour eux, était l'Américain idéal. C'est pour ça qu'on ne peut pas réellement taxer Captain America, en tout cas dans l'intention qui a présidé à sa naissance, on ne peut pas le taxer d'impérialisme. Parce qu'il a été créé par deux petits juifs qui imaginaient l'Américain idéal et donc qui ont produit un truc qui ne leur ressemble pas. C'est-à-dire une espèce de grand blond, somme toute relativement fadasse, qui n'a comme point commun avec eux que le fait d'être issu de quartiers pauvres des années 30. Mais je pense que pour eux, ils voulaient créer un truc qui dépassait les origines culturelles, religieuses, linguistiques de chaque Américain, et notamment la leur. C'était un personnage qui était au-dessus des enfin dans leur esprit, qui était au-dessus des particularismes. Donc je pense qu'il y a cette volonté à la fois de créer une mythologie qui soit à nous les Américains, et de créer des symboles forts qui dépasse les particularismes, ce qui est à la fois complémentaire et un petit peu contradictoire. Après, effectivement, il y a eu la création d'une espèce de truc qui n'appartient qu'à eux et c'est peut-être ce qui les rend totalement exportables aujourd'hui, maintenant. Ce qui a longtemps freiné le cinéma et la télévision, c'est la technique. On voit bien que dans Batman, Wonder Woman, Hulk, tout ça, il y a des trucs qu'ils font pas parce qu'ils peuvent pas les faire, parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques de le faire. Du coup, ils limitent la production. Mais maintenant que les moyens technologiques avec l'ordinateur, notamment, permettent de faire voler tous les personnages dans le sens où on veut, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune limite technique à faire ce truc-là. Et donc, on voit bien que les personnages, ils s'exportent partout. Et peut-être ils s'exportent partout parce que c'est un truc qui est exclusivement américain, mais l'Amérique ayant une identité composite, on retrouve ce côté composite au moment de l'exportation. C'est-à-dire que oui, ça peut parler, à mon avis, autant à un Français qu'à un Chinois, quoi. Après, est-ce qu'il y a une volonté hégémonique là-dessus? Est-ce que c'est pas une surinterprétation politique qu'on ferait de notre part, quoi. Mais ils ont trouvé un créneau qui est exportable, Mais bon, d'une certaine manière, le cinéma américain arrive à universaliser des tas de trucs, quoi. Ils exportent mondialement le Seigneur des Anneaux, la Guerre des Étoiles, et l'agent du FBI, comme ça. Alors que tous autant qu'on est, on n'en a jamais vu un agent du FBI, donc, mais on sait à quoi ça ressemble. Donc voilà, les moyens techniques font que maintenant on peut exporter des trucs. Peut-être que le super-héros est totalement endémique aux États-Unis, mais en même temps, il est déterritorialisé, quoi. T'en prie. Oui, j'ai une question sur le graphisme, parce que vous avez montré des planches de Frank Miller. Ouais. Et est-ce que ça c'était très nouveau, ces planches aucune ne ressemble à une autre, et on a l'impression qu'avec les années 60 et les planches un peu psychédéliques, c'était déjà là. Donc en fait, ma question c'était de savoir si Frank Miller avait complètement innové ou c'était juste l'aboutissement de tout ce qui se passait depuis 20 ans. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Là, je me suis arrêté sur une page qui me semble très intéressante parce que
c'est une page du Dark Knight, le premier Dark Knight, et c'est une page en gaufrier de 16 cases, 4 bandes de 4 cases, et ça c'est une innovation formelle qu'il a faite pour le Dark Knight, et c'est un exercice de style, c'est-à-dire que toutes les pages, à part les pleines pages, mais toutes les pages du Dark Knight sont composées sur ce modèle-là, et parfois il combine 1 ou 2 cases ou 4 cases ensemble pour faire des cases plus grandes, mais elles sont à l'intérieur de ce schéma en gaufrier. Donc ça, c'est une innovation. Mais quand on regarde ses premiers Daredevil, on voit qu'il emprunte à Gil Kane, il emprunte beaucoup à Will Eisner, que lui-même a redécouvert quand il était lecteur dans les années 70. Et il a été l'un des premiers. Si on ne connaît pas Will Eisner, on se dit « Ah, mais c'est formidable, il met les titres sur les façades des buildings et puis il met les crédits des auteurs dans les papiers qui volent, dans les décors ». Et quand on connaît Will Eisner, on répond bah oui, mais Eisner faisait ça depuis les années 40. Donc je pense que Miller, c'est beaucoup d'innovation formelle par des jeux qui s'imposent lui-même sur la forme, et c'est beaucoup de réinterprétation de choses précédentes. Ken faisait des cases verticales pour par exemple pour présenter un décor urbain. Eh ben Miller a repris le principe, mais il l'a systématisé, si bien que si vous lisez les épisodes, je sais pas, vous allez dans les épisodes 170, 180 de ces Daredevil, à chaque fois qu'il change de scène, eh ben il met une case verticale sur la gauche avec un petit texte off. C'est le signal qu'il nous envoie pour nous dire voilà, je change de scène et je fais un plan large sur New York et puis qu'est-ce que tu me dis toi? Plus tard. Et puis je fais un plan là sur New York et je lance une nouvelle scène et je fais ma rupture comme ça. Donc c'est un jeu de systématisation, de même qu'il a systématisé certaines manières de rédiger la voix off. Donc j'aurais tendance à dire qu'il a peut-être pas apporté des choses nouvelles, ou peu, mais il a réinjecté plein de vieilles choses et il les a utilisées différemment. En gros, c'est un mec qui a démonté plusieurs moteurs et puis il a construit un nouveau moteur qui va plus vite mais avec des vieilles pièces. Merci.